Les brumes matinales s'accrochaient aux flancs escarpés du Canigou lorsque Guilhem de Castelnau aperçut pour la première fois la silhouette de celle qui bouleverserait son existence. C'était l'automne de l'an 1247, et le forgeron approchait de sa 40e année avec la résignation d'un homme qui avait accepté la modestie de son destin. Ses mains calleuses, noircies par des décennies passées auprès de l'enclume, ne connaissaient que le langage du fer et du feu. Pourtant, ce matin-là, alors qu'il gravissait le sentier pierreux menant au monastère de Saint-Marty, perché au-dessus du village, quelque chose en lui pressentait que le monde familier qu'il avait toujours connu était sur le point de se fissurer. La femme se tenait devant le portail du monastère, enveloppée dans un manteau de laine sombre qui ne parvenait pas à dissimuler la noblesse de son port. Ses cheveux couleur de châtaigne s'échappaient d'un voile simple, et ses yeux, d'un gris semblable aux nuages qui couronnaient les montagnes pyrénéennes, scrutaient la vallée avec une intensité qui fit ralentir Guilhem malgré lui. Elle ne portait aucun bijou, aucune marque de richesse, mais quelque chose dans sa posture trahissait une vie vécue loin des ruelles étroites et des maisons de pierre qui composaient Castelnau. « Vous êtes le forgeron » demanda-t-elle sans préambule, sa voix teintée d'un accent que Guilhem ne parvenait pas à identifier. « Guilhem qui forge les fers pour les mulets du monastère ?» Il hocha la tête, décontenancé par cette rencontre inattendue. Les femmes de qualité ne s'adressaient pas directement aux artisans, et certainement pas dans l'isolement de ces montagnes roussillonnaises où les traditions médiévales s'accrochaient au roc avec la ténacité du génévrier. « Je m'appelle Béatrice, dit-elle, et dans ce nom simple résonnait tout un monde de non-dits. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous forgiez quelque chose pour moi. Quelque chose que personne d'autre ne doit voir ou savoir. » L'ombre d'un danger passa sur le visage de Guilhem comme un nuage devant le soleil. Dans ces terres frontalières où le royaume de France grignotait lentement les comtés catalans, où l'Inquisition dressait ses bûchers pour traquer les derniers vestiges de l'hérésie cathare, les secrets se payaient souvent du prix du sang. Mais les yeux de Béatrice portaient une supplication qui transperça les défenses que Guilhem avait érigées autour de son cœur depuis la mort de sa femme 10 hivers auparavant. « Qu'est-ce que vous voulez que je forge » demanda-t-il, sa voix rauque trahissant déjà sa capitulation. « Une clé » répondit-elle, en sortant de sous son manteau un parchemin jauni où était dessiné un motif complexe de dents et d'encoches. « Une clé d'après ce dessin. Et votre silence absolu. » Ce fut ainsi que Guilhem se retrouva entraîné dans un tourbillon qui allait secouer les fondations mêmes de sa vie ordonnée. Les jours suivants, il travailla sur la clé dans le secret de sa forge, attendant la nuit pour chauffer le fer, étouffant les coups de marteau dans des linges épais. Le dessin était d'une complexité remarquable, et plus il travaillait le métal, plus il se demandait quelle serrure pouvait bien nécessiter un tel chef-d'œuvre d'ingéniosité. Béatrice venait le voir chaque soir après le couvre-feu, se glissant par les ruelles sombres comme une ombre. Il parlait peu au début, mais peu à peu, dans le rougeoiement des braises mourantes, elle commença à lui révéler des fragments de son histoire. Elle était née à Montségur, fille d'un parfait cathare qui avait péri dans les flammes du siège tragique, 3 ans avant sa naissance. Sa mère l'avait cachée, lui avait donné un nom chrétien, l'avait élevée dans la dissimulation. Mais Béatrice avait grandi avec le poids d'un héritage qu'elle ne comprenait qu'à moitié, hantée par des souvenirs qui n'étaient pas les siens, des chansons dans une langue que sa mère murmurait en pleurant, des rituels secrets transmis en tremblant. « La clé » murmura-t-elle un soir, tandis que Guilhem polissait le métal avec une patience infinie. « Ouvre un reliquaire caché dans les ruines du château de Quéribus. C'est le dernier. Ma mère est morte en me suppliant de le récupérer avant que l'Inquisition ne le trouve. À l'intérieur se trouvent des écrits, les derniers témoignages de ceux qui croyaient en une vérité différente.
Ce n'est pas pour raviver la foi cathare, ces temps ont révolu, le monde a choisi son chemin. Mais c'est leur mémoire, c'est tout ce qui reste d'eux. Guilhem travaillait en silence, mais son esprit bouillonnait. Il avait été élevé dans la foi catholique, avait assisté à la messe chaque dimanche, avait enseigné à ses propres enfants, morts aujourd'hui de la fièvre qui avait emporté leur mère, les prières et les commandements. Pourtant, quelque chose dans les paroles de Béatrice éveillait en lui un questionnement qu'il avait toujours étouffé. Pourquoi certaines mémoires méritaient-elles d'être effacées? Qui décidait quelles vérités pouvaient survivre et lesquelles devaient brûler? La clé fut achevée par une nuit sans lune. Guilhem l'attendit à Béatrice, et leurs doigts se touchèrent dans l'échange. Ce fut un contact bref, mais il embrasa quelque chose en lui qu'il croyait mort depuis longtemps. Il vit la même surprise dans les yeux de Béatrice, la même reconnaissance troublante. « Venez avec moi, dit-elle impulsivement. Venez à Quéribus, vous avez forgé cette clé, vous avez droit de savoir ce qu'elle ouvre. » C'était de la folie. Quéribus n'était pas seulement un château en ruine, c'était un symbole, le dernier bastion cathare à être tombé, un lieu encore surveillé par les agents du roi et de l'Église. Y aller signifiait risquer tout ce que Guilhem avait construit dans sa vie tranquille. Mais quand il regarda Béatrice, il sut qu'il la suivrait. Non par sens du devoir ou de la curiosité, mais parce que quelque chose en elle appelait quelque chose en lui, un besoin de sens et de passion qu'il avait enterré sous les cendres de sa forge. Ils partirent 3 jours plus tard, à l'aube, empruntant les chemins de chèvres qui serpentaient à travers les montagnes. L'automne avançait et les vents commençaient à mordre, portant avec eux le parfum des premières neiges sur les sommets. Guilhem avait dit au monastère qu'il partait chercher du minerai de fer dans les vallées plus au sud. Personne ne l'avait questionné. Un artisan solidaire de bientôt 40 ans n'inspirait guère de soupçons. Le voyage dura 5 jours. Il marchait du lever au coucher du soleil, parlant peu, mais apprenant à se connaître dans le silence partagé des sentiers escarpés. Béatrice se révélait plus résistante qu'il ne l'avait imaginé, grimpant les pentes rocheuses avec une détermination farouche. Le soir, ils s'abritaient dans des bergeries abandonnées ou sous des surplombs rocheux, partageant leur pain noir et leur fromage de chèvre, regardant les étoiles s'allumer une à une dans le ciel immense. C'est lors de la 3e nuit, alors qu'ils étaient blottis contre le froid dans une cabane de pierre à demi effondrée, que Béatrice lui confia l'ampleur de son tourment. « J'ai passé toute ma vie à mentir, dit-elle, sa voix se brisant, à prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Ma mère m'a enseigné à prier à la Vierge tout en murmurant d'autres noms dans l'obscurité. Elle m'a appris à me signer devant les prêtres tout en gardant dans mon cœur une foi qu'elle-même ne comprenait qu'imparfaitement. Je ne sais plus qui je suis vraiment. Suis-je Béatrice la chrétienne ou suis-je l'héritière fantôme d'une croyance morte? Ce reliquaire, ces écrits, peut-être qu'ils me diront qui j'aurais dû être. » Guilhem tendit la main dans l'obscurité et trouva la sienne. « Ou peut-être, dit-il doucement, qu'ils te diront que tu peux choisir qui tu veux être. » Elle se tourna vers lui, et dans la faible lueur de leur petit feu, il vit des larmes briller sur ses joues. Puis, dans un mouvement qui sembla aussi naturel que respirer, elle se pencha vers lui et leurs lèvres se rencontrèrent. Le baiser fut d'abord hésitant, puis désespéré, portant tout le poids de leur solitude respective, de leur vie vécue dans l'ombre des attentes et des deuils. Cette nuit-là, ils s'aimèrent avec la ferveur de ceux qui savent que le temps leur est compté, que le monde extérieur attend pour les juger et les séparer. Guilhem découvrit dans les bras de Béatrice une renaissance qu'il n'avait jamais osé espérer. Elle n'était pas sa femme défunte, elle était quelque chose d'entièrement nouveau, une possibilité qu'il n'avait jamais imaginée.
Mais au matin, la réalité les rattrapa avec la cruauté d'une aube hivernale. Ils devaient continuer, car chaque jour passé augmentait le risque que leur absence soit remarquée, que des questions soient posées. Kéribus se dressait sur son piton rocheux comme un doigt accusateur pointé vers le ciel. Le château était officiellement abandonné, mais des rumeurs circulaient sur des patrouilles occasionnelles, sur des espions qui surveillaient les routes pour intercepter ceux qui venaient encore se recueillir sur les lieux de la dernière défaite cathare. Guilhem et Béatrice attendirent la tombée de la nuit, observant depuis un bosquet de chênes verts les ruines silencieuses qui se découpaient contre le ciel de plus en plus sombre. « Il y a une entrée, » murmura Béatrice, « une crypte sous la chapelle. Ma mère me l'a décrite 100 fois. » Le reliquaire est caché dans un renfoncement derrière le 3e pilier à gauche de l'autel. Ils se glissèrent dans les ruines comme des voleurs, ce qu'ils étaient en un sens, voleurs de mémoire, profanateurs d'un passé que l'Église et le roi avaient décrété devoir disparaître. La chapelle n'était plus qu'un squelette de pierre, son toit effondré, laissant passer la lumière blafarde des étoiles. L'autel avait été brisé, mais les piliers tenaient encore, sentinelles obstinées d'une foi morte. La clé de Guilhem glissa dans la serrure du reliquaire avec un cliquetis qui résonna comme un coup de tonnerre dans le silence. Le couvercle s'ouvrit, révélant des parchemins enroulés, protégés par de la cire et du cuir. Béatrice les sortit avec des mains tremblantes, les tenant contre sa poitrine comme si c'était un enfant retrouvé. Mais il n'était pas seul. « Hérétique !» La voix surgit de l'ombre, froide et implacable. 3 hommes émergèrent des ruines, des sergents d'armes portant les couleurs du sénéchal royal. Leur chef, un homme au visage de pierre taillé par les années de campagne, pointa son épée vers Béatrice. « Nous vous observons depuis 3 jours. Nous savions que quelqu'un viendrait finalement. L'Inquisition sera ravie de vous interroger. » Le monde bascula. Guilhem vit la terreur absolue envahir le visage de Béatrice, non pas la peur de la mort, mais la peur de ce qui précédait la mort, les chambres de torture où l'on brisait les corps pour briser les âmes, où l'on forçait les dénonciations qui envoyaient des familles entières au bûcher. Sans réfléchir, Guilhem s'avança entre Béatrice et les soldats. « Elle n'a rien fait, » dit-il, sa voix étonnamment calme. « C'est moi qui ai tout organisé. Elle ne savait rien jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai manipulée, je lui ai menti sur mes intentions. »« Guilhem, non !» commença Béatrice, mais il continua, les mots sortant de lui avec une clarté qu'il n'avait jamais connue. « Je suis forgeron. J'ai accès au monastère. J'entends les conversations des moines. J'ai appris l'existence de ce reliquaire et j'ai décidé de le trouver par curiosité, par appât du gain peut-être, si les écrits étaient vendables à des collectionneurs. Cette femme est une noble dame de passage à qui j'ai demandé de m'accompagner, prétextant connaître des herbes rares dans ces montagnes. Elle est innocente de toute hérésie. C'était un mensonge transparent, mais c'était aussi un sacrifice. En s'accusant ainsi, Guilhem offrait au sergent une proie plus crédible qu'une femme noble dont l'interrogatoire pourrait révéler des connexions embarrassantes. Un simple artisan pouvait disparaître sans que personne ne pose trop de questions. Le chef des sergents étudia Guilhem avec un regard calculateur. « Très bien, dit-il finalement. Vous nous suivrez. Quant à vous, madame, vous allez nous donner votre nom et celui de votre seigneur. Si votre histoire se vérifie, vous serez libre de partir. » Béatrice ouvrit la bouche, et Guilhem sut qu'elle allait tout confesser, qu'elle allait se sacrifier à son tour. Il ne pouvait pas la laisser faire. Dans un geste désespéré, il se jeta sur le sergent le plus proche, tentant de lui arracher son épée.
C'était de la folie pure, un forgeron contre 3 soldats aguerris, mais cela créa un instant de chaos. « Cours !» cria-t-il à Béatrice, « cours et ne te retourne pas !» Un poing ganté le frappa au visage, le projetant au sol. Il entendit des pas précipités, vit la silhouette de Béatrice disparaître dans l'obscurité des ruines. Les sergents hésitèrent une seconde, puis l'un d'eux s'élança à sa poursuite. Mais Guilhem, avec une force née du désespoir, agrippa sa jambe, le faisant trébucher. Un coup de botte le toucha aux côtes, puis un autre et un autre. Quand il reprit conscience, Béatrice avait disparu. Les sergents, furieux mais pragmatiques, avaient décidé de ne pas perdre davantage de temps à traquer une femme dans les montagnes nocturnes. Ils avaient au moins un prisonnier, et le reliquaire, c'était suffisant pour justifier leur vigilance. On ramena Guilhem à Perpignan, dans les cachots du palais du roi de Majorque. Les jours qui suivirent se fondirent dans une brume de douleur et d'interrogatoire. L'inquisiteur qui vint l'examiner était un homme maigre, au regard d'oiseau de proie, le frère Arnaud de Toulouse. Il posa ses questions avec une patience méthodique, cherchant à démêler la vérité du mensonge dans les réponses de Guilhem. Mais Guilhem tint bon. Il maintint son histoire. Il était un artisan cupide qui avait cherché à profiter d'un trésor oublié. Il ne connaissait rien de la foi cathare. La femme était une inconnue qu'il avait trompée. Les parchemins, il ne savait pas les lire. Il voulait juste les vendre. « Tu es un menteur », dit finalement frère Arnaud après des jours d'interrogatoire. « Mais tu es aussi un menteur inutile. Les écrits que tu as trouvés sont trop endommagés par le temps pour révéler quoi que ce soit d'importance. Les derniers secrets de Montségur resteront secrets. Et toi, tu n'es qu'un imbécile qui a ruiné sa vie pour rien. » Il y avait une ironie cruelle dans ces paroles, mais aussi une miséricorde involontaire. Guilhem ne serait pas brûlé comme hérétique. Il n'avait pas assez d'importance pour mériter le bûcher. Au lieu de cela, il fut condamné aux travaux forcés dans les carrières royales pour une période de 5 ans. Les mois qui suivirent furent un enfer de pierre et de poussière. Guilhem travaillait sous le soleil brûlant ou sous la pluie glacée, extrayant les blocs de calcaire qui serviraient à construire les églises et les forteresses du roi. Ses mains de forgeron, autrefois si habiles, se couvrirent de calces nouveaux et de cicatrices. Son corps, robuste mais vieillissant, protestait chaque jour un peu plus. Mais quelque chose en lui avait changé. Dans les profondeurs de son épuisement, il découvrit une clarté qu'il n'avait jamais connue. Il avait passé presque 40 ans à vivre comme on le lui avait dit, à croire ce qu'on lui avait enseigné à croire, à accepter l'ordre du monde sans jamais le questionner vraiment. Ses doutes, quand ils surgissaient, il les avait toujours étouffés, considérant qu'un simple artisan n'avait pas le droit de philosopher. Mais maintenant, après avoir touché quelque chose de plus grand que lui-même, après avoir aimé Béatrice et s'être sacrifié pour elle, après avoir tenu entre ses mains les derniers témoignages d'une foi différente, il ne pouvait plus prétendre que sa vie d'avant était suffisante. Les autres prisonniers remarquèrent le changement en lui. Il devint celui vers qui on venait chercher du réconfort, des mots de sagesse. Non pas parce qu'il prêchait ou enseignait, mais parce qu'il l'écoutait. Il écoutait les histoires des autres captifs, des voleurs, des déserteurs, des débiteurs, des hommes qui avaient tous, d'une manière ou d'une autre, défié l'ordre établi. Et dans leurs histoires, il commença à voir les fils d'une tapisserie plus large. 2 ans passèrent ainsi. Puis, par une froide matinée de janvier, un événement inattendu bouleversa à nouveau sa vie. Un moine franciscain vint le chercher dans la carrière, accompagné d'un scribe royal. Il l'emmenait dans une petite salle où l'attendait une femme voilée. Son cœur s'arrêta quand elle leva son voile. C'était Béatrice. Elle avait changé.
Son visage portait les marques du temps et des épreuves, des rides nouvelles au coin de ses yeux, une certaine dureté dans la ligne de sa mâchoire. Mais ses yeux gris étaient les mêmes, et quand ils se posèrent sur lui, Guilhem sentit toute la distance des 2 années disparaître en un instant. « J'ai acheté ta libération, dit-elle sans préambule. » Le moine et le scribe gardaient leur distance, observant l'échange avec une curiosité mal dissimulée. « J'ai vendu tout ce que je possédais, mes terres, mes bijoux, tout. J'ai convaincu un marchand de se porter garant de ta bonne conduite. Tu es libre, Guilhem. » Il ne trouvait pas les mots. Des questions se bousculaient dans sa tête. Comment avait-elle survécu? Où avait-elle été? Pourquoi avait-elle fait cela? Mais aucune ne franchissait ses lèvres. « Je sais ce que tu vas dire, » continua Béatrice, et sa voix tremblait légèrement. « Pourquoi? Pourquoi te chercher après tout ce temps? Pourquoi risquer d'attirer l'attention sur moi? » Elle prit une profonde inspiration. « Parce que ton sacrifice m'a brisé, Guilhem. Pendant des mois, j'ai erré dans les montagnes, me cachant, survivant à peine. Et chaque jour, je pensais à toi dans les cachots, à ce que tu avais abandonné pour moi. Tu m'avais dit que je pouvais choisir qui je voulais être. Eh bien, j'ai choisi. Je ne veux plus vivre en portant le fantôme d'une foi morte. Je ne veux plus me définir par l'héritage de la persécution et de la peur. » Elle tendit la main vers lui, et il la prit, sentant la même charge électrique que la première fois qu'ils s'étaient touchés. « Les écrits de Quéribus ont brûlé avec tout le reste, dit-elle. L'Inquisition les a détruits. La mémoire que ma mère voulait tant préserver est partie en fumée. Et au début, j'ai cru que cela signifiait que son sacrifice et le tien étaient inutiles. Mais j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas le contenu des parchemins qui comptait, c'était le choix de les chercher. C'était l'acte de refuser d'accepter que certaines histoires ne méritent pas d'être racontées. Guilhem serra sa main, comprenant ce qu'elle essayait de dire. « Et maintenant ?» « Maintenant, dit Béatrice avec un sourire fragile, nous vivons, pas pour le passé, pas pour les fantômes. Nous vivons pour nous-mêmes. » Ils quittèrent Perpignan le jour même, utilisant les derniers deniers de Béatrice pour acheter 2 mules et des provisions. Le moine franciscain, un jeune homme nommé frère Barthélemy, qui semblait moins préoccupé par l'orthodoxie que par la compassion humaine, leur conseilla de partir vers le nord, loin des terres où leur visage pourrait être reconnu. « Il y a des villages dans les montagnes d'Auvergne, dit-il, où l'on cherche des artisans, des endroits où l'on ne pose pas trop de questions sur le passé des gens. Vous pourriez y recommencer. » C'était un conseil sage, et ils le suivirent. Le voyage fut long et éprouvant. Guilhem était encore faible de ses 2 années de travaux forcés, et les rigueurs du voyage testaient son corps affaibli. Mais Béatrice veillait sur lui avec une tendresse farouche, le forçant à se reposer quand il voulait continuer, partageant les charges les plus lourdes. Ils parlaient longuement pendant leurs étapes, comblant les vides des 2 années de séparation. Béatrice lui raconta comment elle s'était cachée dans un couvent, se faisant passer pour une veuve cherchant la protection de l'Église. Comment elle avait travaillé dans les jardins, prié avec les sœurs, tout en économisant sou par sou pour sa libération. Comment elle avait lu et réfléchi, essayant de démêler ce qu'elle croyait vraiment de ce qu'on lui avait enseigné à croire. « J'ai décidé, dit-elle un soir alors qu'il campait près d'un ruisseau babillant, que je ne crois pas en l'hérésie. Pas au sens où l'Église l'entend. Je crois que chaque personne doit trouver sa propre vérité, son propre chemin vers ce qui est sacré. Peut-être que mes ancêtres cathares avaient raison, peut-être qu'ils se trompaient, mais ils avaient le droit de chercher. » Guilhem hocha la tête, sentant en lui l'écho de ses propres réflexions. « Dans la carrière, dit-il, j'ai vu tant d'hommes brisés, non pas par le travail, mais par le sentiment qu'ils n'avaient jamais eu le choix, qu'on leur avait dit qui être, comment vivre, et qu'ils avaient obéi sans jamais se demander si c'était ce qu'ils voulaient vraiment.
Je ne veux pas vivre comme ça, plus maintenant. Alors nous vivrons autrement, dit Béatrice, se blottissant contre lui dans la fraîcheur du soir. Nous vivrons consciemment, nous ferons nos propres choix, même s'ils sont difficiles, même s'ils nous coûtent. Ils atteignirent finalement un village nommé Saint-Nectaire, niché dans les montagnes volcaniques d'Auvergne. C'était un endroit rude, battu par les vents, où les hivers étaient longs et les étés brefs. Mais les gens y étaient pragmatiques, plus préoccupés par la survie que par la théologie. Le seigneur local, un vieux chevalier fatigué qui avait vu trop de guerres, accueillit avec satisfaction un forgeron compétent. Guilhem établit sa forge dans une grange abandonnée, reconstruisant pierre par pierre son outil de travail. Béatrice, utilisant les connaissances acquises au couvent, commença à cultiver un jardin d'herbes médicinales, offrant ses services comme guérisseuse. Les villageois les acceptèrent lentement, reconnaissant en eux des gens qui travaillaient dur et ne causaient pas de problèmes. Les saisons passèrent. L'hiver céda la place au printemps, le printemps à l'été. Guilhem forgea des fers pour les chevaux, des outils pour les paysans, des grilles pour l'église. Ses mains retrouvèrent leur habileté, mais son esprit n'était plus le même. Il voyait maintenant dans chaque objet qu'il créait un acte de choix. Choisir de forger une faux plutôt qu'une épée, choisir de réparer plutôt que de détruire. Béatrice fleurissait elle aussi. Libérée du poids de cacher qui elle était, elle découvrait qu'elle pouvait être plusieurs choses à la fois, ni complètement cathare, ni complètement catholique, mais quelque chose de nouveau et de singulier. Elle assistait à la messe le dimanche, non par hypocrisie, mais parce qu'elle trouvait de la beauté dans les rituels, dans le chant des hymnes. Mais elle conservait aussi ses propres moments de contemplation privée, ses propres façons de toucher ce qu'elle considérait comme sacré. Ils se marièrent à l'automne, dans la petite église de Saint-Nectaire. Le prêtre, un homme simple qui se souciait plus du bien-être de ses ouailles que des subtilités doctrinales, bénit leur union avec une sincérité qui toucha Guilhem profondément. En s'agenouillant devant l'autel, tenant la main de Béatrice, il réalisa que ceci aussi était un choix. Il choisissait de se marier dans une église chrétienne, non par obligation, mais parce que cela avait du sens pour lui, parce que les mots du rituel parlaient à quelque chose de vrai dans son cœur. L'année suivante apporta une nouvelle surprise. Béatrice découvrit qu'elle était enceinte. À plus de 40 ans, il n'avait pas osé espérer cela. La grossesse fut difficile, testant le corps de Béatrice d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Mais elle persévéra avec la même détermination qu'elle avait montrée en gravissant les montagnes vers Quéribus. Leur fille naquit par une nuit de février, alors qu'une tempête de neige faisait rage à l'extérieur. C'était un accouchement long et périlleux, et Guilhem passa des heures à prier, priant qui, il n'en était pas sûr, peut-être Dieu, peut-être simplement l'univers lui-même, pour que Béatrice survive. Quand le premier cri du bébé retentit, il sentit ses genoux céder sous lui de soulagement. Ils nommèrent leur fille Agnès, un nom simple et fort. En la tenant dans ses bras, Guilhem fut submergé par un sentiment de responsabilité écrasant. Cet enfant grandirait dans un monde qui voudrait lui dicter ce qu'elle devait croire, ce qu'elle devait devenir. Comment pouvait-il lui enseigner à penser par elle-même tout en lui donnant les outils pour naviguer dans une société qui punissait la différence? Béatrice, épuisée mais radieuse, sembla lire dans ses pensées. « Nous lui enseignerons, murmura-t-elle, à poser des questions, à chercher sa propre vérité. Et nous lui enseignerons aussi à être prudente, à comprendre quand il faut parler et quand il faut se taire. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la sagesse. » Les années suivantes furent peut-être les plus heureuses de la vie de Guilhem. Il regarda Agnès grandir, passant des premiers pas chancelants aux courses folles dans les prés montagnards. Elle avait les yeux gris de sa mère et la résistance physique de son père.
Elle était curieuse, posant 1000 questions sur tout ce qu'elle voyait. Guillaume et Béatrice répondaient du mieux qu'ils pouvaient, l'encourageant à observer, à réfléchir, à ne pas accepter les réponses toutes faites. Le village de Saint-Nectaire devint leur maison. Ils y établirent des racines, y firent des amis. Guillaume forma un apprenti, un garçon du village nommé Pierre, qui montrait de vraies dispositions pour le travail du métal. Il lui enseigna non seulement les techniques de la forge, mais aussi quelque chose de plus profond. Comment voir dans chaque outil un potentiel de création ou de destruction? Comment le forgeron faisait des choix chaque jour sur le genre de monde qu'il voulait aider à construire? Béatrice, de son côté, devint une figure respectée dans la communauté. Ses remèdes sauvèrent des vies, sa sagesse calme a aidé à résoudre des disputes. Elle enseigna aussi aux femmes du village des choses que les prêtres n'auraient pas approuvées. Comment contrôler leur fertilité, comment reconnaître les signes de maladie, comment se faire confiance. Mais le monde extérieur n'avait pas oublié. Un jour de printemps, alors qu'Agnès avait 6 ans, un moine inquisiteur arriva au village. Frère Martin était un homme jeune, brûlant d'un zèle qui rappelait à Guillaume les pires heures de sa captivité. Il venait, disait-il, pour s'assurer de la pureté de la foi dans ces montagnes reculées. Pendant des semaines, il interrogea les villageois, cherchant des signes d'hérésie, des pratiques suspectes. Il s'intéressa particulièrement à Béatrice et ses herbes médicinales. N'y avait-il pas quelque chose de suspect dans une femme qui guérissait sans invoquer les saints? N'y avait-il pas une odeur de sorcellerie dans ses préparations? Guillaume sentit la peur ancienne ressurgir. Il avait échappé à l'Inquisition une fois. Pourrait-il protéger sa famille cette fois-ci? Mais Béatrice resta calme. Elle invita frère Martin à observer son travail, à voir comment elle préparait ses remèdes. Elle lui parla avec respect, mais sans servilité, expliquant que chaque herbe était une création de Dieu, que guérir était un acte de charité chrétienne. « Mon frère, dit-elle lors d'une de leurs conversations que Guillaume observait avec anxiété depuis le seuil de leur maison, je comprends votre vigilance. Je comprends que vous cherchez à protéger l'Église de ses ennemis. Mais dites-moi, est-ce que soulager la souffrance, même si on le fait avec des plantes plutôt qu'avec des prières, est contraire à l'enseignement du Christ? Frère Martin hésita. Dans ses yeux, Guillaume vit le conflit entre le dogme et la compassion. Le Christ était guérisseur, admit finalement le moine, mais il guérissait par la foi, pas par les herbes. « Et qui a créé les herbes » répliqua Béatrice doucement. « Ne sont-elles pas aussi une manifestation de la providence divine ?» C'était un argument risqué, dansant sur la ligne fine entre l'orthodoxie et l'hérésie. Mais Béatrice le présentait avec une telle sincérité, un tel respect pour l'intelligence de son interlocuteur, que frère Martin ne pouvait pas simplement la rejeter. Les jours passèrent. Le moine observa, questionna, médita. Guillaume dormait mal, se réveillant chaque nuit avec des cauchemars de flammes et de chaînes. Mais Béatrice restait sereine, continuant son travail, accueillant les malades, vivant comme si la menace ne planait pas au-dessus d'eux. Finalement, frère Martin se prépara à partir. La veille de son départ, il vint voir Guillaume à la forge. Le forgeron leva les yeux de son enclume, le cœur battant, attendant le verdict. « Votre femme est une femme de foi, dit le moine sans préambule. Une foi différente peut-être de celle que j'ai apprise, mais sincère. Elle ne cherche pas à subvertir l'Église, seulement à vivre selon sa conscience. » Il marqua une pause. « J'ai parlé avec de nombreuses personnes ces dernières semaines. J'ai vu de vraies hérésies, des gens qui rejettent les sacrements, qui prêchent contre Rome. Mais ici, à Saint-Nectaire, je ne vois que des chrétiens qui essaient de survivre dans un monde dur, qui font de leur mieux pour vivre selon les commandements. » Guillaume ne dit rien, ne sachant pas s'il devait se réjouir ou s'inquiéter de ce préambule. « Je vais faire mon rapport, continua frère Martin, et je dirai que ce village est pieux et loyal.
Mais, il regarda Guilhem dans les yeux, « Vous avez été aux carrières, n'est-ce pas? J'ai reconnu les marques sur vos mains. Je ne sais pas quel était votre crime, et je ne veux pas le savoir. Mais je vois que vous avez changé. Quoi que vous ayez fait, vous avez payé. Vivez bien, élevez votre fille dans la foi, et soyez prudents. » Ce fut une miséricorde inattendue, et Guilhem la reçut avec une gratitude muette. Quand le moine partit, lui et Béatrice restèrent longtemps enlacés, savourant le simple fait d'avoir survécu à un nouveau danger. Les années continuèrent à s'écouler, apportant leur joie et leur peine. Le seigneur local mourut, remplacé par son fils qui gouvernait avec moins de sagesse. Une famine toucha la région, et Guilhem et Béatrice utilisèrent leurs économies pour aider leurs voisins à survivre. Agnès grandit, devenant une jeune femme réfléchie et forte, qui héritait de la curiosité de ses parents et de leur refus des réponses faciles. Un soir, alors qu'Agnès avait 15 ans, elle vint trouver ses parents avec une question qui les fit tous deux sourire et trembler. « Père, mère, dit-elle, vous m'avez toujours dit de chercher ma propre vérité. Mais comment puis-je savoir quelle est ma vérité? Comment puis-je faire la différence entre ce que je crois vraiment et ce qu'on m'a enseigné à croire ?» Guilhem et Béatrice échangèrent un regard. C'était la question qu'ils avaient eux-mêmes mis des décennies à formuler clairement. « Tu ne le sauras peut-être jamais complètement, dit Béatrice après un long silence. Je ne le sais pas moi-même. Mais je peux te dire ceci. Ta vérité est celle pour laquelle tu es prête à payer un prix. Pas nécessairement ta vie, mais quelque chose. Ta confort, ta sécurité, l'approbation des autres. Si une croyance ne te coûte rien, alors demande-toi si c'est vraiment ta croyance ou simplement une habitude. » Guilhem ajouta, « Et ta vérité est celle qui te permet de regarder en face les gens que tu aimes et de te regarder toi-même dans un miroir sans avoir honte. Si une croyance t'oblige à mentir, à cacher qui tu es, à nier ton humanité ou celle des autres, alors méfie-toi. Ce n'est peut-être pas ta vérité, mais celle de quelqu'un d'autre imposée sur toi. » Agnès absorba ces paroles, les retournant dans son esprit. « Est-ce pour ça que vous m'avez nommée Agnès ?» demanda-t-elle soudain, « comme sainte Agnès qui a choisi de mourir plutôt que de renier sa foi ?» « En partie, admit Béatrice, mais aussi parce que c'est un nom qui signifie pur. Non pas pur au sens de parfaite ou sans tache, mais pur au sens d'authentique, de non corrompu. Nous voulions que tu sois vrai, quoi que cela signifie pour toi. » Les saisons tournèrent encore. Guilhem sentit le poids des années s'accumuler dans ses os. Ses cheveux, déjà grisonnants quand il avait rencontré Béatrice, étaient maintenant blancs comme neige. Ses mains qui avaient forgé tant de choses, des fers à cheval, des outils de ferme, une clé qui avait changé sa vie, tremblaient désormais légèrement. Mais elle pouvait encore tenir le marteau, encore façonner le métal. Béatrice vieillissait aussi. Ses cheveux châtains striaient d'argent, son dos se courbant légèrement. Mais ses yeux gris restaient clairs, son esprit aiguisé. Elle continuait à soigner, à enseigner, à questionner. Par un matin d'automne, alors que Guilhem avait passé sa 60e année, il se tenait devant sa forge et regardait le village s'éveiller. La fumée montait des cheminées, les enfants couraient dans les ruelles, les paysans se dirigeaient vers les champs. C'était une scène ordinaire, répétée dans des milliers de villages à travers toute la chrétienté. Et pourtant, pour Guilhem, elle était extraordinaire. Il pensa à l'homme qu'il avait été 20 ans auparavant, l'artisan solitaire qui vivait selon les règles sans jamais les questionner, qui avait enterré ses doutes avec ses morts. Cet homme n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un qui avait choisi, qui avait payé le prix de ses choix et qui vivait maintenant avec leurs conséquences.
Les parchemins de Quéribus avaient brûlé, la mémoire qu'ils contenaient perdue à jamais. Mais quelque chose d'autre avait survécu, le choix de chercher, le refus d'accepter que certaines questions ne méritent pas d'être posées. Ce n'était peut-être pas grand-chose face aux machinations des rois et des papes, face aux armées et aux inquisitions, mais c'était réel. Béatrice sortit de leur maison et vint se tenir à côté de lui. Ils restèrent ainsi en silence, côte à côte, regardant le monde s'animer autour d'eux. « Tu as des regards ?» demanda-t-elle doucement. Guilhem réfléchit à la question. Il pensa aux années perdues dans les carrières, à la douleur physique et mentale qu'il avait endurée. Il pensa aux dangers auxquels ils avaient exposé leur fille, aux mensonges qu'ils avaient dû raconter, aux compromis qu'ils avaient faits. « Des regrets, dit-il finalement, mais pas pour les choix eux-mêmes. Pour les coups peut-être, mais pas pour les choix. » Béatrice hocha la tête, comprenant. Moi non plus. Ce soir-là, ils reçurent la visite d'Agnès, qui amenait avec elle un jeune homme du village voisin, un apprenti scribe nommé Thomas. Elle annonça qu'il voulait se marier. Guilhem et Béatrice donnèrent leur bénédiction, voyant dans les yeux du jeune couple le même mélange d'espoir et de détermination qu'ils avaient eux-mêmes partagé. Les préparatifs du mariage occupèrent les semaines suivantes. Le village se rassembla pour célébrer, et Guilhem observa la joie simple de ses voisins avec une affection profonde. Ces gens ne changeraient jamais le monde. Ils ne renverseraient pas les rois ou ne défiaient pas ouvertement l'Église. Mais dans leurs petits actes de bonté, dans leur solidarité face à la dureté de l'existence, il y avait une résistance plus subtile, la résistance de continuer à vivre pleinement malgré tout ce qui conspire à écraser l'esprit humain. La cérémonie de mariage eut lieu dans l'église de Saint-Nectaire, le même endroit où Guilhem et Béatrice s'étaient mariés. En regardant leur fille échanger ses vœux, Guilhem sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine, une tension qu'il portait depuis si longtemps qu'il en avait oublié l'existence. Il avait réussi. Non pas à préserver les parchemins de Montségur, non pas à défier l'ordre établi, non pas à accomplir quelque acte héroïque qui serait chanté dans les légendes. Mais il avait réussi à vivre consciemment, à transmettre à sa fille le courage de chercher sa propre vérité. C'était peut-être tout ce qu'un homme pouvait espérer accomplir. L'hiver suivant fut rude. Les tempêtes de neige isolèrent Saint-Nectaire pendant des semaines. Guilhem, dont la santé déclinait, passa de longues journées près du feu, Béatrice à ses côtés. Ils parlaient des années passées, des chemins qu'ils avaient pris, des personnes qu'ils avaient aimées et perdues. « Si tu devais tout recommencer, demanda Guilhem un soir, est-ce que tu changerais quelque chose ?» Béatrice prit sa main ridée dans la sienne. « Peut-être que j'aurais cherché à te trouver plus tôt, dit-elle avec un sourire. Mais les choix essentiels, non. Même sachant ce qu'ils nous coûteraient, je les referais. » Au printemps, quand les neiges fondirent et que les premières fleurs percèrent la terre durcie, Guilhem sentit que son temps touchait à sa fin. Son corps, fatigué par des décennies de travail dur et de sacrifices, commençait à céder. Mais son esprit restait clair, et il accueillit la proximité de la mort non avec peur, mais avec une sorte de curiosité tranquille. Il y avait une chose qu'il voulait encore faire. Par un matin doux et lumineux, il demanda à Pierre, son ancien apprenti maintenant devenu maître forgeron à part entière, de l'aider à marcher jusqu'à sa forge. Là, avec des mains tremblantes mais déterminées, il forgea une dernière pièce. C'était une petite clé, simple et élégante, sans aucun des ornements complexes de celle qu'il avait créée pour Béatrice tant d'années auparavant. Quand elle fut terminée, il la donna à Agnès. « Cette clé n'ouvre aucune serrure, dit-il. Ou plutôt, elle ouvre celle que tu choisiras qu'elle ouvre. C'est un symbole. Un rappel que tu as toujours le choix, même quand il semble qu'il n'y en a pas.
Même quand le monde veut te convaincre que ton chemin est tracé, tu as une clé. Utilise-la sagement. Agnès serra la clé dans sa paume, des larmes coulant sur ses joues. Elle comprenait que son père lui disait adieu. Guilhem mourut 3 jours plus tard, dans son sommeil, Béatrice tenant sa main. Ce fut une mort paisible, et le village entier vint rendre hommage au forgeron qui avait été plus qu'un simple artisan, qui avait été un ami, un conseiller, un exemple de vie vécue avec intégrité. Béatrice lui survécut de 5 ans. Elle continua son travail de guérisseuse, transmettant son savoir à celles qui voulaient apprendre. Elle vit naître ses petits-enfants et put leur raconter des histoires de leur grand-père, du forgeron qui avait appris que le véritable courage n'était pas de ne jamais avoir peur, mais de faire ce qui était juste malgré la peur. Quand elle mourut à son tour, par une douce nuit d'été, ses dernières pensées allèrent à Guilhem et aux montagnes où ils s'étaient rencontrés. Elle se demanda si les ruines de Quéribus se dressaient encore sur leurs pitons rocheux, sentinelles silencieuses d'un passé révolu. Elle espérait que oui, parce que même les ruines témoignaient de quelque chose d'important, que des gens avaient existé, avaient cru, avaient lutté, que leurs histoires méritaient d'être racontées, même si elles n'étaient plus que des murmures portés par le vent. Des années passèrent, puis des décennies. Les noms de Guilhem et Béatrice s'effacèrent de la mémoire collective, comme s'effacent tous les noms ordinaires. Mais la clé que Guilhem avait forgée pour sa fille resta dans la famille, transmise de génération en génération. Personne ne se souvenait plus exactement de son origine ou de sa signification, mais on la gardait précieusement, sentant confusément qu'elle représentait quelque chose d'important. Et dans le village de Saint-Nectaire, dans les montagnes d'Auvergne, les gens continuaient à vivre. Ils forgeaient, ils cultivaient, ils guérissaient, ils aimaient, ils mouraient. Ils faisaient leurs choix, petits et grands, conscients ou inconscients. Et parfois, dans les moments de doute ou de difficulté, quelqu'un se souvenait de l'histoire du vieux forgeron et de son épouse, de comment ils avaient vécu selon leur conscience, même quand cela leur avait coûté cher. C'était une petite histoire dans le grand récit de l'histoire, mais comme toutes les histoires vraiment humaines, elle portait en elle une vérité universelle, que chacun de nous doit choisir, jour après jour, qui nous voulons être. Que nous sommes tous des forgerons de notre propre existence, martelant sur l'enclume du temps la forme de nos vies. Et que l'acte de choisir, même face à l'écrasante pression de se conformer, de mentir, de se nier soi-même, est peut-être la chose la plus sacrée qu'un être humain puisse accomplir.